On parlait du second tour des élections présidentielles ou bien de l'élection présidentielle en France, c'est le 24 précisément. Le président Emmanuel Macron mène au jeu des alliances. Germain, vous aviez la parole. Oui, donc je disais qu'on a vu Nicolas Sarkozy qui était très absent aux côtés de Valérie Pécresse pendant la campagne, pourtant étant de son parti, qui finalement a sorti ces derniers moments pour appeler à voter ouvertement pour Macron. Même si ça crée un malaise dans son camp, ça reste déterminant donc ce poids-là. Et je pense que d'ici le 24, il y aura des poids lourds comme ça qui vont se jeter dans la bataille. Et même le monde économique, tout à l'heure Eric en parlait, il y a le MEDEF qui est le patronat français, qui appelle à voter ouvertement Macron parce que économiquement, selon ce patron-là, si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, ça va l'économie accentuer va la s'effondrer. crise, ça va décourager les investisseurs, un certain nombre de choses. Donc je pense que probablement comme en 2017 Macron va passer, mais en même temps nous sommes en politique et les gens peut-être ont besoin de garanties, ont besoin des choses en échange avant de se lancer pour le soutenir comme il faut. Là on a une candidate Marine Le Pen qui sait déjà que c'est difficile de se rallier les grands partis. Elle va avec son programme de société qui plaît à certains Français. Mais je pense que, comme de tradition, comme le disait Eric, les Français ont peur que l'extrême droite arrive comme dans certains autres pays, comme le Victor Orban ailleurs sont arrivés en Europe. Et probablement qu'il y aura un front national, pas le Front National du père de Marine Le Pen, mais un front qui va se faire pour empêcher son arrivée au pouvoir. Mais en même temps, le monde aussi connaît des bouleversements. On a vu aussi des gens comme Trump arriver au pouvoir donc, aux États-Unis. Et on ne peut pas dire que d'emblée, elle ne pourra pas. Elle peut créer la surprise. Mais pour le moment, je pense que tout est presque prêt, tout est presque dans l'ordre pour que le 24 avril prochain, Macron soit reconduit donc à la tête de l'État français. Horus Germain a parlé tout à l'heure de l'arrivée du président Trump au pouvoir aux États-Unis. Est-ce que selon vous, les Français ont envie d'expérimenter cela aussi avec Madame Le Pen et qu'on voit surtout, je vais vous poser cette question sur la vision de l'Europe des deux candidats avec tout ce qui se passe en Hongrie avec Viktor Orban et autres? Alors, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez une candidate qui fait un tiers de l'électorat français et qui monte dans les sondages, ben, il va de soi que, bien que de façon générale, on est rarement des Français qui affichent, en tout cas nous en Afrique, on a rarement des Français qui affichent leur soutien au Rassemblement national. Ben, quand il s'agit d'aller au niveau des urnes, ben, on a des votes FN, on a des votes Rassemblement national. Par exemple, au Togo, lors de cette élection, ben, on a eu des votes Rassemblement national. Je pense qu'on a grosso modo les votes pour l'extrême droite, je pense qu'on est à 14%. Donc ça donne une idée en fait. Maintenant, ceci étant dit, la politique européenne. Le problème avec la politique européenne de Marine Le Pen, c'est que elle singe beaucoup la politique européenne, la politique, la stratégie diplomatique du général de Gaulle. C'est là où le problème se situe. C'est que là où, par exemple, Macron est très Union européenne, partisan de l'OTAN, le commandement intégré, ainsi de suite et tout ça, ben, Marine Le Pen fait à peu près la même démarche qui consiste à être une puissance mondiale reconnue, détentrice de la bombe nucléaire et ayant la possibilité d'une projection militaire, mais tout en n'étant pas dans le commandement rattaché à l'OTAN. Donc tout en se mettant de côté et en étant, si vous voulez, sur un genre de non-alignement.
Et c'est ce que le général de Gaulle faisait. C'est-à-dire le général de Gaulle s'était positionné de façon à ne pas être écrasé entre l'URSS et les États-Unis. À l'époque de Sarkozy, ce qui s'est passé, c'est que Sarkozy, lui, a réintégré cette OTAN-là. Donc du coup, il devient partisan. Marine Le Pen parle de sortir de là et de rapprocher la Russie et l'OTAN. Ce que certains qualifient d'utopique, mais voilà, il s'agit de son avis et il s'agit pour elle de retrouver, disons, de surfer sur la vague d'une France indépendante qui s'affirme et qui a un poids diplomatique. Ce sur quoi d'ailleurs on jouait à une époque Jacques Chirac, quand par exemple il dit non, je n'interviendrai pas en Irak. Ouais, il y a des petites subtilités comme ça. Donc, ces genres de subtilités peuvent plaire. Après, il y a quelque chose de dangereux que je trouve qui est celle de la part des médias. C'est qu'on a, depuis les résultats du premier tour, on a le jeu des sondages, donc le jeu des calculs. Alors que le problème qu'il y a, c'est qu'on n'est plus en France dans la tradition du vote, tel qu'on peut le voir aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des générations qui sont... qui votent démocrates, des autres générations qui votent républicains. En France, nous avions à l'époque des générations qui vont voter socialistes, des générations qui vont voter RPR. Mais il s'est passé que justement, sur ces élections, non, même pas. C'est-à-dire que lorsque Emmanuel Macron émerge et crée sa République en marche, il se prévaut centriste et il casse les dynamiques de ces clivages-là. Donc il va casser la gauche et il va casser la droite. C'est la raison pour laquelle, lors de ces élections, vous avez deux personnalités de droite qui donnent des consignes différentes. Donc vous allez avoir Pécresse qui dit « je vais voter Macron » et vous avez Nicolas Dupont-Aignan qui vont dire « je vais voter Marine Le Pen ». Et vous avez Sarkozy qui est obligé, en tant que figure qu'il incarne dans les partis de droite, vu que c'est le dernier à avoir rassemblé la droite de façon forte, vous avez maintenant Sarkozy qui dit voilà, votez Macron pour essayer de contrecarrer, pour pouvoir essayer d'impacter sur le mouvement de ses électeurs, en tout cas des électeurs de la droite. De la gauche, vous avez exactement la même chose. La gauche n'a pas réussi à s'unir. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs Mélenchon ne parle pas. Ne passe pas. Il n'y aurait pas eu la candidature de Artaud, la candidature de Poutou, qu'on aurait peut-être eu, et même de Jadot. Qu'on aurait eu peut-être une élection de Mélenchon au deuxième tour. Mais le problème qui se pose, c'est que même ceux qui donnent des consignes, ils ont des problèmes. Quand vous posez par exemple le cas de Jadot est écologiste. Alors, quand par exemple vous avez un écologiste qui vous dit votez Macron alors que Macron parle de reprendre avec les centrales nucléaires, il y a un problème. Vous allez avoir un problème avec la base de l'électorat écologiste. Donc le problème avec les consignes de vote, c'est qu'il n'est pas sûr que l'électorat suive parce que malheureusement les leaders que l'on a, hormis les trois, c'est-à-dire Macron, Le Pen et Mélenchon, ne sont pas au sein de leur parti des leaders charismatiques et indéboulonnables. Alors, Eric Johnson, on va finir avec vous sur ce sujet. Le regard sur l'Europe, ce regard nous intéresse. Madame Le Pen parle de rapprochement entre griffes avec la Russie. Est-ce que vous pensez que l'Europe va pouvoir accepter cela? Pas l'Europe, mais la France. Oui, la France. Parce que elle, déjà, pour elle, c'est qu'il faut réformer le traité européen. Et selon Macron, c'est qu'elle veut plutôt sortir de l'Europe. Et donc, tout ce qui va se passer, elle ne parlera que de la France. C'est pour ça que je disais, si les Français vont accepter et non les Européens. Et donc, le rapprochement avec la Russie, tout le monde connaît les attachements de Marine Le Pen et à la Russie. On sait très bien que, par exemple, aujourd'hui, si elle a contracté une dette, c'est par rapport aux élections de 2017, et personne n'a accepté de trouver de l'argent en France. Et donc, c'est en Russie, elle est allée chercher de l'argent. Et donc, c'est une dette qu'elle traîne. Par conséquent, elle considère que ce sont ses bienfaiteurs, et donc,
On peut la comprendre. La comprendre, oui, mais c'est que elle se sent redevable Ouais. à la Russie. Et donc, si aujourd'hui, elle dit qu'elle va faire un rapprochement, d'abord, entre la France et la Russie, d'une part, et d'autre part, entre l'OTAN L'OTAN et et la Russie. et il faut comprendre en même temps que elle va plutôt être très proche De la encore Russie. de la Russie. Et malheureusement, avec la guerre en Ukraine, les Français, très sincèrement, au vu des images qu'on publie, etc., les Français... Sur leurs médias. Ouais, mais je dis, ce qui se passe, moi, j'essaie de regarder, Partout. oui, ces images-là ailleurs. Et vous savez, je ne sais pas, je vous ai parlé des chaînes comme Al Jazeera, des chaînes arabes. C'est-à-dire, tu ne comprends pas la langue, mais tu regardes quand même. C'est des images brutes. Eux, ils ne vont pas tamiser avant de publier. Ils montrent les images brutes là, ce qui se passe réellement sur le terrain. Et quand vous regardez ça, vous avez une idée de ce qui se passe réellement. Et donc, ce n'est pas les images occidentales. Et donc, je dis, les Français ne peuvent pas accepter cette guerre-là qui, ma foi, n'a pas de sens. Parce qu'en réalité, c'est comme on dit, le Togo et le Bénin entrent en guerre. Or, il faut imaginer le nombre de familles qui au Togo qui se retrouvent au Bénin. Et j'avoue que les Togolais qui avaient étudié en Russie avaient tous fait l'Ukraine. Et donc, quand ça se passe, ces Togolais-là ne comprennent pas pourquoi des frères peuvent s'entretuer au nom de quoi. Malgré tout. Oui, donc tu vois, donc les Français ne peuvent pas accepter une telle situation, ce rapprochement, les Français ne peuvent pas l'accepter. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Marine Le Pen aura des difficultés à passer. On va quitter Paris ou bien on quitte la France pour un pays qui est très cher à la France en Afrique. La Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Patrick Jérôme Achi a présenté mercredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement et une nouvelle équipe resserrée sera nommée la semaine prochaine pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale selon le président Alassane Dramane Ouattara. Alors, on commence par vous, Horus Donkovi. Le futur Premier ministre, selon vous, il sera qui et quelle sera cette configuration, la configuration du gouvernement ivoirien? Bon, personnellement, moi, je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Hein. Achi sera reconduit? C'est une possibilité. Je n'ai pas la sensation que M. Ouattara soit déçu de ce qu'a apporté son Premier ministre en tant que... du bilan de son Premier ministre, à moins qu'il prenne quelqu'un d'autre, mais ce qui est sûr, c'est que M. Hachi sera dans l'appareil d'État, ça c'est sûr et certain. Maintenant, ceci étant dit, ce qui a été énoncé, c'est le fait de restreindre le gouvernement afin de pouvoir faire des économies, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de communication autour, mais en fait, il n'y a rien d'exceptionnel. Il n'y a absolument rien d'exceptionnel, si ce n'est que... la crise que l'Afrique subit en termes de cherté de la vie et le défi qu'il lui faut de pouvoir résoudre ce souci-là. Et résoudre ce souci-là, c'est se concentrer sur ses propres acquis, son propre potentiel, le potentiel humain, minier, agricole et toutes les projections dont l'Afrique peut se permettre. Bon, moi je reste partisan de pays qui vont axer leur développement en profitant d'une crise mondiale qui leur permettent de sortir des griffes d'un certain système. Parce que pour moi, le fait qu'il y ait des frictions entre deux grands géants, disons 2 ou 3 grandes entités, permet pour moi à l'Afrique de voir, de tirer le vrai du faux, mais de voir aussi ce qu'il peut avoir en termes d'optique de solution. On a, comme je disais, il y a une Russie par exemple sous embargo,
qui essaye de se sortir d'un certain type de joug financier. Vous avez une Chine qui a des projections, vous avez une Europe qui se défend et qui, avec le conflit qui se passe, montre un peu plus sa nudité. Vous avez des États-Unis qui sont frileux à certaines choses, beaucoup plus offensifs sur d'autres. Je pense que les Africains doivent tirer les leçons. Et après, ok, d'accord, la question, disons, le défi maintenant au niveau de Ouattara, ça va être de voir s'il poursuit sur sa dynamique ou si on va avoir un gouvernement de technocrates beaucoup plus offensif sur les questions d'économie, sur les questions de productivité, sur les questions de consommation locale, sur les questions de, comment dirais-je, protection de la population, d'éducation, bref, des défis qui sont toujours d'actualité sur le continent, quoi. Alors, Germain, c'est vrai que le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi est très important aujourd'hui dans le système du président Alassane Ouattara, mais il y a d'autres noms qui peuvent également conduire le gouvernement. Téné Ibrahima Ouattara, pourquoi pas? Kandia Kamara, Kobena Djoumani, pourquoi pas? Alors, il y a des noms. Même question à vous, la configuration du gouvernement à venir de la Côte d'Ivoire. Voilà, le président dit qu'il va former une équipe restreinte qui va s'occuper surtout du social et de la sécurité, qui va faire des économies. Donc, vous voyez qu'au Ghana, par exemple, la solution à la vie chère, c'est de réduire le salaire des ministres. En Côte d'Ivoire, on veut recomposer l'équipe, réduire déjà le nombre et l'amener à une trentaine plus. Et maintenant resserrer cette équipe sur les volets qui intéressent donc le président. La vie est chère, il faut aujourd'hui trouver des solutions pour la combattre. Il y a des problèmes d'insécurité avec le risque terroriste et djihadiste qui est beaucoup plus accentué. Et la Côte d'Ivoire a d'ailleurs été déjà victime des attentats. Il faut renforcer la sécurité et ça va être essentiellement les deux pôles autour desquels ce gouvernement-là sera formé. Est-ce que le Premier ministre sortant va être reconduit? On n'en sait rien. Certains vont loin déjà pour dire qu'il sera peut-être pas reconduit, qu'il serait peut-être appelé à d'autres fonctions. Comme le dirait Eric, il va quand même rester dans le sérail, il ne va pas être très loin du président maintenant qui sera cet oiseau rare-là qui pourra venir pour gérer cette crise-là. On attend de voir comment le président Ouattara va se débrouiller après, qui sont aussi les membres de cette équipe. Mais en même temps, je pense que il est au moment où le dialogue politique est lancé, au moment où les uns et les autres aussi s'apprêtent pour des élections l'année prochaine. Donc, vous voyez l'opposition rentrer dans le gouvernement? Moi, je pense qu'il prépare déjà l'élection. Ouais. Il prépare l'élection. C'est vrai que l'actualité aujourd'hui, c'est la vie chère, c'est l'insécurité. Il les met en avant, mais en même temps, il faut se lever tôt parce que 2023, ce n'est pas loin. Donc, c'est dans quelques mois. Et ça va être un gouvernement qui aura pour rôle donc, de pouvoir permettre au président de réussir une bonne partie de son projet de société dans un contexte économique international très difficile. Il faut que les électeurs seront regardant des résultats. C'est vrai, la présidentielle c'est dans pratiquement 3 ans, mais les législatives donnent un peu une idée de ce que pourra être la présidentielle. Et ce gouvernement-là doit travailler pour apporter des réponses aux préoccupations des Ivoiriens et espérer agrandir donc la popularité du président qui a besoin encore une fois d'une assemblée sur laquelle il pourra compter au Parlement. Alors Eric Johnson, il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les orientant vers la résilience sociale et sécuritaire. Les autres l'ont déjà dit, c'est ça l'objectif de l'exécutif ivoirien. Je dis la démission du Premier ministre Hachi, je constate que c'est un jeu politique. En réalité, ce Premier ministre n'a pas de difficulté avec le président Alassane Ouattara. Ouais. Il n'est pas rejeté par la population
Et je ne comprends pas, il n'y a pas eu une élection, et je ne comprends pas pourquoi le Premier ministre doit démissionner pour qu'on amène quelqu'un d'autre. Et donc, tous ces propos de Ouattara, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la conjoncture internationale, et la Côte d'Ivoire traverse aussi des difficultés à l'égard de l'ensemble de la planète. Maintenant, si on fait démissionner, parce que en fait, cette démission qui a été très vite acceptée avec des mots derrière, on veut réduire les dépenses de l'État. Si on veut réduire les dépenses de l'État, M. Hachi peut le faire, puisqu'il est là en tant que chef du gouvernement et il peut le faire. Mais maintenant, si on le fait partir de son poste, il faut s'attendre à ce que demain, on le nomme à un poste plus important, parce que c'est un homme, c'est un pion très important dans le système d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé, comment de sa position à la présidence, Ouattara pouvait le prendre dès que l'autre est décédé, Ahmed Bakayoko, mais il a hésité. Il ne voulait pas le détacher de là. Mais au vu de la situation, il a été obligé de le prendre pour le nommer Premier ministre. C'est-à-dire que... Vous le voyez vice-président, parce que ce poste est aussi vacant depuis quelque temps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quelqu'un vient de dire que Ouattara est en train de préparer déjà les prochaines échéances électorales. Et donc, il faut positionner des gens qui peuvent valablement faire la succession. Puisque, en réalité, aujourd'hui, c'est ça, il s'agit pour le président Ouattara. Il va quitter le pouvoir, mais nous sommes sur un terrain politique, il ne va pas faire le lit aux autres. Donc, je crois que c'est un jeu politique qui est en train d'être joué très méthodiquement. Vous savez, Ouattara est devenu un homme très politique aujourd'hui, hein, celui qu'on connaissait sur le plan économique. Aujourd'hui, il est très politique et tous les actes qu'il pose, il faut lire derrière toujours de la politique. Et donc je crois que Hachi a un autre rôle à jouer dans le sérail gouvernemental en Côte d'Ivoire. Et donc, quand on dit qu'il a démissionné pour qu'on resserre un peu les choses, je crois que c'est pas ça la principale raison. Hachi peut toujours faire de l'économie à la Côte d'Ivoire en étant Premier ministre. Maintenant, celui qu'on va amener, je crois que... Non. Une dame, Kandia Camara, il y en a beaucoup dans le gouvernement. Oui, tu sais, Alassane Ouattara est un stratège. Vous vous rappelez quand le président Faure a nommé tout de suite Madame Dogbe Premier ministre, il lui a placé un petit mot quand le président Faure était en visite officielle à Abidjan. Il lui a placé un mot tout en considérant que c'est un acte politique très fort. Et donc, je crois que lui aussi, il peut le faire tout en étudiant quand même le terrain ivoirien. Quel sera son impact politiquement quand il va nommer une dame? Et maintenant, il faut aussi regarder de près les petites guéguerres entre politiciens autour du chef de l'État, les lobbying qu'il y a, etc., pour voir qui va sortir du lot. Au-delà de ce qu'on nous dit au Russe Donkovi, vous pensez que c'est aussi une stratégie politique? Une dame peut devenir Premier ministre. Il y en a, Désiré Oloto, d'autres également. Le terrain ivoirien, il est différent du terrain togolais. Une dame a des hautes fonctions à Abidjan, c'est pas exceptionnel. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la politique du côté de la Côte d'Ivoire est beaucoup plus dynamique que la politique du côté de Lomé. Donc je pense que effectivement, je rejoins Germain et Eric quand ils parlent de stratégie, parce que ça a du sens de faire démissionner un Premier ministre qui est plébiscité pour le sauvegarder
épurer le gouvernement qui a été un gouvernement de consensus avec des élections comme Big Togo et ainsi de suite. Donc, épurer un certain nombre de disons, d'hommes politiques dont on ne voudrait, qui sont un peu trop lourds, trop compliqués à gérer, et remplacer le gouvernement qui était là par un gouvernement, si vous voulez, rompu à la préparation d'élections. Ouais. C'est deux choses différentes. On a des joutes électorales, on a des partis politiques forts, solides, qui sont rodés à l'attaque, rodés à l'invective. Donc, il y a du sens à changer ce gouvernement-là pour avoir un gouvernement vraiment de professionnels de l'élection, donc de politique fin. Et là, oui, effectivement, ça se tient. On ne va pas, par exemple, aller salir un monsieur Hachi, le mouiller dans le processus électoral, alors qu'on pourrait le garder, le préserver pour des joutes présidentielles, peut-être pour quelques années. Donc ça se tient tout à fait. Patrick Hachi, qui a de bonnes relations avec le président Ouattara, il faut dire qu'il vient du PDCI souche, peut-être une place ou bien un poste de vice-président pour l'avenir. Oui, certains analystes pensent que ce poste-là, qui est prévu par la Constitution, qui n'a jamais trouvé d'occupant, un vice-président qui, je crois que sur le plan constitutionnel, remplacera le président en cas de vacances de pouvoir. Ça ne sera plus le président de l'Assemblée, mais ça va être le vice-président, et donc ça peut être un poste assez important. Nous avons un président qui est assez âgé aussi, il faut le dire. 79 ans. Même s'il a encore 3 ans, et même si c'est possible après de faire autre chose, mais en même temps, c'est un président qui avait déclaré que la fonction présidentielle est assez épuisante, qu'il aspire aussi à d'autres choses, à se reposer. Et donc je pense que si Hachi devient vice-président, il reste dans l'exécutif. Le poste de Premier ministre peut être occupé par un autre aussi, parce qu'il y a assez de cadres aussi au sein du RHDP. Et on attend de voir, probablement qu'il va essayer de surprendre les Ivoiriens, et il va le faire aussi en fonction de ce qui se prépare l'année prochaine, parce qu'il y a des élections qui s'annoncent. N'oublions pas qu'il y a Laurent Gbagbo aussi qui est revenu, qui a créé son parti politique, il y avait une coalition avant, électorale avant. Et donc beaucoup de choses se jouent, il y a du nouveau, mais avec du vieux, comme ça se fait d'habitude en Côte d'Ivoire. Je pense que Ouattara aussi est en train d'apporter sa recette à ce qui va se faire à partir de l'année prochaine. Donc on attendra, dans quelques jours, il a promis, dans une semaine. Donc ça veut dire qu'il a une idée assez claire déjà de ce qu'il va faire. Quand il parle déjà du nombre des ministres et des priorités, et donc on attendra de voir. Je pense qu'il va quand même surprendre. On marque la pause pour le journal et on vous retrouve au RIS Donkovi, Germain Pouli et Eric Johnson pour la suite.